troisième rendez-vous de notre nouvelle série de Mémorables. Marcel Duchamp s'entretient avec Georges Charbonnier. Nous sommes en 1960. Marcel Duchamp, il me semble qu'il y a une certaine parenté entre les formes que proposent les peintres dits surréalistes. Par exemple, on peut dire que Tanguy ou Dali font couler les formes, que tous deux les rendent molles. Cet amollissement de l'objet, on le retrouve dans les toiles de ceux que Dali ou Tanguy ont inspirés. Ce n'est là qu'un exemple de la parenté qui unit tous ceux qui ont constitué un univers, l'univers surréaliste. Dans vos toiles, rien de tel. Aucun lien n'existe entre le monde que vous offrez et celui que les peintres surréalistes proposent. Quel monde proposez-vous? D'abord, j'ai eu cette période complètement cubiste qui s'est terminée en 14 ou même un peu avant, en 13. Et tout ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est une seule chose qui m'a intéressé à faire, c'est d'introduire justement des éléments qui n'étaient pas du domaine rétinien dont nous parlions. Et ce problème, pour moi, était très dur parce que je n'avais aucun point d'appui, si vous voulez. Souvent, quand on dit « Monsieur Untel est influencé par Monsieur Untel », c'est facile parce que l'influence sert beaucoup quand même s'il déforme l'influence par sa personnalité, c'est quand même une influence. Et j'avais été influencé comme tout le monde. Quand on a 20 ans, on ne peut pas éviter de l'être. Mais dès 23 ou 24 ans, je crois, vers cet âge-là, j'ai voulu me débarrasser autant que possible, sachant qu'il existait une chose qui s'appelle influence, et qui est peut-être néfaste si elle est exagérée. Les titres que vous avez donnés à vos toiles, les avez-vous donnés dans un esprit strictement personnel? Avez-vous été influencé par le surréalisme quand vous avez donné des titres à vos toiles ou non? Certainement non, parce que les toiles, en tout cas les toiles en question, étaient faites 10 ans avant le surréalisme, d'abord. Mais la chose du grand verre que j'ai fait, auquel j'ai travaillé pendant 8 ans, était évidemment que j'ai terminé, ou je n'ai jamais terminé, mais j'ai cessé de travailler dessus en 23. C'était donc à peine à l'avènement du surréalisme. C'était donc, si vous voulez, Dada existait, mais j'en avais peu de choses à faire avec Dada dès qu'il s'agissait de faire quelque chose, puisque Dada, on s'occupait surtout de détruire par des mots même, souvent plus que par des actions aussi. Mais dans les titres, en effet, les titres pas du tout. Les titres, pour moi, ont été basés sur une forme plus simple de compréhension générale. Quand j'étais très jeune, j'étais excessivement déconcerté le jour où j'ai vu Nu vite. Nu vite, évidemment, c'est très simple, c'est un plaisir justement à jouer avec les mots. Quoique, vous savez ce que j'en pense des mots, mais dès que vous y ajoutez de la poésie, ou du moins que vous transformez le mot de communication en mot poétique, alors j'accepte, parce que le mot devient comme une autre couleur, si vous voulez, et non pas une communication. Je n'ai pas inventé le mot vite, puisque à ce moment-là, il existait comme adjectif. On disait que Monsieur Untel, qui avait fait la course de Paris-Roubaix, était vite. C'était une nouveauté sémantique à ce moment-là, comprenez-vous? Donc, je m'en suis servi avec mes nus, comprenez-vous? C'était donc une application. Et alors, avec l'idée aussi, et très importante, d'introduire le rire dans le sens bon du mot. Pas le rire grossier ou la moquerie, mais l'humour d'une certaine qualité encore difficile à exprimer. Je considère que tout le passé, la tradition, sauf Rabelais et Jarry, était faite de gens sérieux, qui considéraient que la vie était une chose sérieuse, qu'il fallait produire des choses sérieuses pour que la postérité sérieuse comprenne ce que tous les sciences sérieux de cette époque avaient fait. Et ça, j'ai voulu m'en débarrasser aussi. Donc j'ai mis le mot nu vite qui n'était plus sérieux du tout. Il s'agissait même pas d'en rire, mais de se demander si je me moquais du monde. Et savez-vous que lorsque vous avez intitulé une toile La mariée mise à nu par ses célibataires même, mais très jeune, je me demandais ce que c'était que ces célibataires même. Et
J'avoue que je me pose encore la question, quelle est la valeur de ce possessif? Justement, c'est l'indécision qui m'a permis de le faire, l'indécision du mot « c'est » dans ce cas-là. Et surtout, le mot « c'est » est très simple encore, puisque c'est un possessif, une traduction de l'idée de possession. Et justement, quel marié a des célibataires à sa disposition? Personne n'en sait rien. Si vous voulez, appelez-le poétique, c'est une idée, je ne vais même pas abracadabrante, mais enfin, amusante à penser. Ça dirige votre esprit dans une direction à laquelle vous attendiez pas. Mais ce qui m'a intéressé encore plus, c'est le mot « même » qui suit. Parce que alors, par ces célibataires, même n'est pas S, c'est pas les célibataires eux-mêmes. C'est même un adverbe qui n'a aucun sens à ce moment-là, qui vient comme des cheveux sur la soupe à la fin de cette phrase. Et ça a beaucoup intéressé Breton et tous les surréalistes, parce qu'ils s'en sont servis après, justement à cause de cette indécision, imprécision, et quand même, ça ne fait pas non-sens, ça n'est même pas du non-sens, mais ça donne une direction. Une direction très inquiétante. Très inquiétante. Oui. Donc, vous voyez, c'est une veine que j'aimais bien exploiter, ou que j'essayais d'exploiter. Et je le fais dans ce titre-là, et dans la peinture elle-même, ou dans l'exécution du grand vers, c'était la même idée dans tout ce qui composait ce vers. C'est d'obtenir des effets qui partent en tangente d'une traduction, d'une acceptation normale des choses, comme la fenêtre se ferme, la porte s'ouvre, etc., qui sont des choses trop connues depuis trop longtemps et dont on ne devrait jamais plus parler, comprenez-vous? Quel rôle le mouvement jouait-il dans vos préoccupations? Aussi, beaucoup. Ça m'a intéressé beaucoup, puisque même dès 1912, avec le parallèle futuriste qui s'est servi beaucoup de l'idée de mouvement à exprimer, ça a été une idée intéressante parce que ça n'avait jamais existé au sens d'employer le mouvement comme un instrument et non pas comme un idéal, parce que vous avez la petite statue près de la fontaine de Médicis, les trois jeunes filles nues qui portent un voile en bronze, qui volent très bien, et on vous dira c'est du mouvement. Et on dira même que l'homme qui marche, du Rodin, a du mouvement. Ça, c'était la conception statique qui prétendait exprimer le mouvement par la matière grise. Mais qu'en réalité, il n'avait pas eu de recherche de donner une illusion cinématographique du mouvement. C'est à partir de 1910 qu'il y a eu cette recherche chez les futuristes, chez beaucoup de gens d'autres, que ça a tenté, ça a intéressé. Et alors ça a continué, et sans arriver à une imitation du cinéma, on arrivait quand même à vouloir exprimer d'une façon plus terre-à-terre, pour ainsi dire, plus tangible du mouvement même que nous connaissons bien, nous le savons que nous nous déplaçons tous les jours, et dans ce déplacement, il y a quelque chose à exprimer, autre que le nu statique, et qui a son intérêt, puisque toute la tradition de l'art est basée là-dessus, mais que aussi on pouvait se permettre, comme artiste, de vouloir rendre d'une façon différente l'idée de mouvement qui avait aussi existé toujours, mais ne s'était jamais permis d'imiter ou de vouloir imiter ce que le cinéma fait. Mais vous pensiez délibérément au cinéma en le faisant? Forcément, puisque l'idée d'un nu descendant l'escalier est venue du fait que j'avais vu dans l'illustration des photographies appelées chronophotographies, et ça, il y a eu beaucoup d'expériences à ce moment-là de photographies répétant chaque mouvement à une seconde stroboscopique, comme on les appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, qui prennent chaque seconde par une étincelle et donnent le schéma, le diagramme du mouvement. On pourra me répondre que ça ne donne pas du tout l'idée du mouvement. En effet, ça ne la donne pas, mais ça la décrit. Et après tout, un tableau est un diagramme d'une idée, et dans ce cas-là, ça n'avait pas été fait. Si ça n'a pas été fait, ça peut être intéressant à faire. Chaque époque a du mal à trouver des choses qui n'ont pas été faites. Et ça, c'est une des choses qui a eu une grande influence dans toutes les 140 dernières années. Je pense que c'est à vous qu'il faut imputer l'idée des premiers rédémèdes. Oui, sûrement. En tout cas, c'est moi qui ai inventé le mot, alors j'ai droit tout de même. Et je vous pose la question en vous la donnant entière, si vous le permettez tout de suite. Je me demande justement si le silence n'est pas au bout. Si lorsque l'on a peint, puis imaginé le rédémède,
Le silence ne vient pas. Normalement. Comme un ready-made lui-même. C'est assez juste parce que, n'est-ce pas, le ready-made est l'idée suivante qui est venue par hasard, comme toutes les choses qui ont une valeur quelconque. Le fait, par exemple, j'avais chez moi une roue de bicyclette, dans mon atelier en 13. Je pensais à un feu de bois. Et je pensais, quand on fait tourner cette roue de bicyclette, seul, ça rappelle un mouvement du feu de bois. Qu'est-ce que c'est l'agréable du feu de bois? C'est ce mouvement du feu dans la cheminée. Et j'ai comparé les deux, je veux dire, dans mon esprit, tout ça se passait dans mon esprit, et j'ai pensé que moi qui n'avais pas de cheminée, de remplacer ma cheminée par une roue qui tourne. Donc j'ai mis ma roue sur un tabouret, et que chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier ready-made dans ma vie. L'idée m'est venue, mais sans que ça doive avoir une continuation quelconque. C'était une chose qui m'amusait, et même le mot ready-made n'existait pas. Je ne m'en étais pas encore servi pour ça. Ensuite, alors, un an après, je crois, vers 14, oui, j'ai pensé à avoir des choses toutes faites. Dire pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que faire? Faire quelque chose, c'est choisir un tube de bleu, un tube de rouge, en mettre un peu sur sa palette, et toujours choisir la quantité de bleu, la quantité de rouge, et toujours choisir la place sur laquelle on va le mettre sur la toile, c'est toujours choisir. Alors, pour choisir, on peut se servir de tube de couleur, on peut se servir de pinceau, mais on peut se servir aussi d'une chose toute faite, qui a été faite ou mécaniquement, ou par la main d'un autre homme, même si vous voulez, et se l'approprier, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Le choix est la chose principale. Dans la peinture, même normale. Et dans tout. Et dans tout. Dans tout, dans l'expression. Et du fait que vous voulez aller à Gennevilliers ce matin, personne ne vous en empêchera si vous voulez y aller, et ce sera votre choix. Donc l'idée du choix m'a intéressé d'une façon métaphysique à ce point-là, et ça a été le début, et j'ai acheté ce jour-là un porte-bouteille au bazar de l'hôtel de ville, et je l'ai apporté chez moi. Et ça a été le premier ready-made. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de lui donner, dans ce choix, une sorte de drapeau ou une couleur qui n'était pas sortie d'un tube. Cette couleur, je l'ai obtenue en inscrivant sur le ready-made en question une phrase qui aussi, elle aussi, devait être d'essence poétique et souvent sans sens normal, arrivant à jouer avec des mots, des choses comme ça. Je ne me rappelle même plus. Maintenant, je ne me rappelle plus parce que ce ready-made a été perdu. Je ne me rappelle plus la phrase que j'avais écrite dessus et je ne l'ai inscrite nulle part. Donc c'est fini, c'est perdu. Mais la réplique existe, on peut acheter encore un porte-bouteille du même type au bazar de l'hôtel de ville aujourd'hui. Je l'ai fait d'ailleurs, pas dernièrement, et j'ai une réplique de ce ready-made, mais qui me donne la même satisfaction. Parce que ça n'est pas du tout l'idée justement de l'œuvre d'art. Comprenez-vous, c'est l'idée que ça a été choisi et que, pour ainsi dire, c'est sacré parce que choisi. Et c'est assez clair comme définition. Oui, parce que je pense que l'idée du ready-made est excessivement importante et que dans l'intérieur moderne, le ready-made a pénétré. Oui. Mais alors avec une déformation parce qu'il est devenu œuvre d'art. Exactement. C'est là où le point aussi important, c'est que le ready-made... Pensez que dans le Midi, il ne s'ouvre plus maintenant une boutique d'antiquaire ou une boutique de mode qui ne place devant sa porte un objet qui est destiné à faire le ready-made et qui va être une charrue, qui va être un brancard de voiture, qui va être un objet que l'on a sorti de sa fonction et placé dans un endroit insolite, ce qui fait que l'idée de ready-made se trouve trahie. C'est pourquoi je vous pose toutes ces questions. C'est vrai. La source, c'est oui, d'accord. C'est l'achat du porte-bouteille par Marcel Duchamp. D'accord. La différence est que j'ai très vite vu aussi que le danger était de passer sa journée à avoir un nouveau ready-made, n'est-ce pas, puisque si on finit par aimer ça, alors ça devient un autre système qui est aussi blâmable que celui que j'avais blâmé. Immédiatement, j'ai eu la chance de faire intervenir l'économie, c'est-à-dire doucement. Un ready-made de temps en temps, mais pas 10 par jour. Donc, la sobriété, là, a joué.
Culture Plus, mémorable, Marcel Duchamp s'entretient avec Georges Charbonnier. Je pense brusquement à une chose excessivement importante dans tout ce que vous avez dit à propos des mots. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, Picabia vivait encore, de voir chez lui les disques que vous lui avez donnés. Ah oui, oui, oui. Alors ces disques se présentaient comme des disques destinés à un phonographe. Absolument. Et les mots étaient écrits Oui. sur le disque. Ça c'est Bien qu'il y avait ce paradoxe extraordinaire que si on avait mis le disque sur un phonographe, les mots écrits sur le disque ne pouvaient pas sortir. Mais l'important était donc des mots qui ne pouvaient pas sortir, mais qui étaient dits d'une certaine manière, puisque imprimés sur un disque. Je les ai tous photographiés, et j'ai chez moi l'ensemble des photos de vos disques. C'était à propos d'un petit film qui s'appelle Anémique Cinéma. Anémique, l'anagramme de cinéma, c'est pour ça que j'appelais ça Anémique Cinéma. Et c'était en effet basé sur le principe de la spirale, mais un peu différent, qui m'a permis ensuite d'en faire d'autres, plus compliqués et plus intéressants, où on arrivait à refaire des objets qui a en relief, comme un œuf à la coque, une lampe avec un abat-jour, tous ces objets qui sont ronds de forme, avec un axe symétrique, une forme de symétrie qui, en tournant avec la déformation de l'excentricité, arrive à donner une illusion de troisième dimension qui n'est pas de l'accommodation ordinaire des yeux, mais qui au contraire peut être vue, cette troisième dimension, avec un seul œil. On la voit mieux en fermant un œil qu'en laissant les deux yeux. Ça m'a amusé à ce moment-là, c'était des expériences presque en dehors de la peinture, mais enfin, c'est une chose qui m'avait beaucoup intéressé. Parce que ce que l'on ne peut pas éviter, ce qui était peut-être votre but d'ailleurs, c'est que dès que j'ai décidé qu'il y a ready-made, l'important est ma décision. Exactement. Beaucoup plus que l'objet. Exactement. Et c'est la grande difficulté parce que tout le monde peut décider, puisque tout le monde décide à chaque instant de sa vie, et se choisit à chaque instant de sa vie. Et ce choix, justement, était assez délicat. Au fond, chacun est entouré de ready-made. Exactement. Il n'y a même que cela. Et pour éviter, justement, de choisir ceux qui rappellent un passé, ou même un avenir esthétique, c'était là le point important, parce que c'est facile de choisir une chose qui vous plaît. Ce plaît est basé sur vos traditions, votre esprit de goût et de choses comme ça. Alors, il fallait choisir quelque chose sans goût, insipide. C'est difficile. Évidemment, je trouve que même si on peut trouver un porte-bouteille joli à regarder, c'est d'abord insipide. Nettement. Ça n'a pas de goût net, ça remplissait bien ce que je voulais que mon choix ne porte pas, ne soit pas influencé en tout cas par tout ce que je voulais démolir avant, n'est-ce pas? C'était ça la difficulté du problème. Je suis même arrivé à faire un ready-made d'un grand tableau dans un restaurant qui était signé par un autre peintre que je ne connaissais pas, complètement imbécile, le tableau, et je ne connaissais pas le peintre. Et une grande décoration, alors par un geste de ready-made, j'ai été le signer dans l'autre coin, comprenez-vous? Ça prend la forme humoristique qui est nécessaire à la base du ready-made aussi. Il ne faut pas en faire une chose sérieuse, il faut que ce soit justement que la gaieté du choix intervienne. Arbitrairement, je me projette sur n'importe quoi. Exactement. Marcel Duchamp, est-ce que le cadre dans lequel on place un ready-made a de l'importance en ce qui concerne la définition du ready-made? Non, pas du tout. Je donnais une sorte de personnalité. À moi, il y avait généralement une inscription qui ajoutait une couleur. Pour moi, c'était une autre couleur qui le différenciait un petit peu de ses autres ready-made, de ses copains. Mais il y a aussi eu des choses amusantes avec les ready-made. Décider d'une certaine heure, à un certain jour, pour choisir un ready-made. Alors, c'est un rendez-vous avec la destinée, si vous voulez. Et alors, on marque la date où le ready-made a été choisi.
Je fais dans un petit peigne en fer, n'est-ce pas, pour les chiens. J'avais marqué une heure exacte, le jour, et c'est marqué dessus. Je crois qu'il n'a pas disparu encore, celui-là. Vos de grandes toiles ont précédé les Ready-Made. Oui, c'est vrai. Le premier, c'est vraiment 13 et 14, et toutes ces toiles étaient déjà finies en 1912, oui. Est-ce que le silence n'est pas au bout du Ready-Made? Vraisemblablement, oui. Vraisemblablement, c'est vraiment... C'était difficile de enchérir, si vous voulez, sur l'idée ou sur l'envol vers quelque chose d'autre encore. On ne peut pas se renouveler constamment, et comme ça a toujours été mon ambition, c'est de me renouveler dans chaque chose que je n'ai plus pensé à... Je ne penserais pas à choisir un Ready-Made aujourd'hui, comprenez-vous, ça ne m'intéresserait pas. Ça ne m'intéresserait pas parce que je considère que je l'ai fait assez pour ma satisfaction, et que je ne veux pas le faire avec l'idée d'un public qui en profiterait ou qui en jouirait. C'est pas fait pour ce n'était pas fait pour le public. En effet, comme vous dites, c'est le silence dans ce sens-là, que le silence, après tout, le public peut toujours le prendre, hein. Il n'en reste pas grand-chose. C'est toujours le silence, c'est la meilleure production qu'on puisse faire, parce qu'on n'assigne pas, tout le monde en profite, puisqu'on sait ce que c'est qu'un silence, il existe, et il se propage plus vite que la lumière électrique. C'est intéressant dans ce sens-là. Savez-vous que je suis assez frappé de la parenté de vos propos avec des propos de Picabia? Oh, nous avons été très amis d'abord. Très, très amis. Il y a une grande parenté entre votre état d'esprit et l'état d'esprit qu'il avait. Énorme, nous avons été très, très amis. Et entre 1911 et 14, surtout, ça a été pour nous une explosion. Nous, c'était assez comme les deux pôles, si vous voulez, chacun ajoutant quelque chose et faisant éclater l'idée par le fait qu'il y avait deux pôles. Étant seul, il aurait été seul, j'aurais été seul, peut-être que moins de choses se seraient produites dans nous deux, comprenez-vous? Il a eu comme... Parce que c'est vous qui le considérez comme le grand surréaliste. Ça, je puis l'affirmer de la manière la plus formelle. Il me l'a dit 10 fois. Nous essayons d'être plus généraux que le surréalisme. Beaucoup plus indépendant, si vous voulez, parce que comme le surréalisme, si vous voulez, a voulu faire quelque chose qui s'inscrive dans le cadre d'une société X ou Y. Ils y sont arrivés plus ou moins. Mais chez nous, il n'y avait même pas cette idée de s'inscrire nulle part. Nous ne voulions pas nous inscrire. Nous étions Dada beaucoup plus que Dada, parce que nous aurions détruit Dada aussi, si nous avions pu, comprenez-vous. Il y avait l'idée simplement de ne s'inscrire nulle part, et de ne pas briguer aucune notoriété, comprenez-vous. On n'y arrive jamais, vous comprenez, ce sont des pseudo-rêves, si vous voulez, mais c'était quand même parmi les choses. Et d'ailleurs, Lebel a très bien compris ça dans son livre. Lebel vient de faire paraître une chose dans laquelle il a une analyse psychologique de la question, même psychoanalytique, très très bien fouillée. Il est très remarquable comme perspicacité, si vous voulez. Et ça m'a fait très plaisir de lire quelque chose sur moi, comme un miroir. On se regarde dans la glace pour la première fois et on se voit qu'on ne se voyait pas avant. Vos frères et vous-même, aviez-vous des préoccupations communes? Oui. C'était surtout commune. Comment ça pouvaient se présenter vos discussions, vos réunions? Oh, c'était très simple, c'était très, très familial d'abord, mais aussi mélangé avec les autres cubistes qui venaient à ce moment-là à Puteaux. Mon frère habite depuis 1905, je crois. Et il avait fait sorte de dimanche à Puteaux où tout le monde venait, les cubistes de cette époque, Lafresnaye, etc., venaient. Glaise, naturellement, Médinger, Léger. Alors, il y avait des après-midi de dimanche amusants, on jouait, on tirait à l'arc, il y a un jardin, donc c'était agréable en été surtout. Et alors, il s'en suivait des discussions, naturellement, complètement théoriques, comme dans l'agora, n'est-ce pas? C'était une sorte d'agora. C'était très intéressant, et naturellement, ces choses-là sont très édifiante pour des... Moi, j'étais jeune quand même à ce moment-là, j'avais 24 ans, 24 ans, ouais. C'est vraiment une source d'inspiration très, très salutaire pour un homme jeune, en tout cas.
Et puis c'était Apollinaire, il venait souvent. Enfin, c'était vraiment une rencontre intéressante d'esprit. Jacques Villon semble s'être tenu par goût assez à l'écart des préoccupations surréalistes. Il a aimé rester peintre, il est peintre complet, comme on dit du pain, le pain complet. Vous avez entendu Entretien avec Marcel Duchamp.